difficult circumstances. And what they saw was an intentional decision. Au lieu de ça, sur décision du Pentagone, il restait sciemment dans le flou tout en mettant la pression sur les soldats pour obtenir des résultats, ce qui implicitement les préparait à la violence avec les détenus. Mais cette violence sur les détenus, c'est un acte criminel. They may be Al-Qaeda, they may be Taliban, they may be the worst people in the world, and I'm sure that some of them are. But there are certain basic rules and international agreements that the United States has agreed to that we will observe. You go ahead and please respond. Very quickly, let me clarify. The President's policy. As a matter of policy, United States Armed Forces shall continue to treat detainees humanely and to the extent appropriate and consistent with military necessity in a manner consistent with the principles of Geneva. That is a legalistic statement and one that is ridden with loopholes. And it's clear to me the interrogators did not understand that, quote, humane treatment might be in the eye of the beholder. Sur le terrain, en Afghanistan, il règne une grande confusion sur la nature exacte des règles. Ils nous ont dit que les PUC, les personnes détenues par l'armée américaine, n'étaient pas concernés par les conventions de Genève. Donc, seuls les battre à mort nous étaient interdits. On les appelait personnes sous contrôle ou en détention. Tout était bon pour les déshumaniser, pour qu'on ne les considère plus comme des êtres humains. Je ne me souviens pas avoir entendu parler des conventions de Genève. Je sais ce que c'est, mais à aucun moment ils n'en ont fait mention. Je ne connaissais pas le contenu du manuel de terrain sur les interrogatoires, ni sa nomenclature. Je l'avais déjà vu, je suis sûr qu'une copie traînait quelque part. Si j'avais voulu, j'aurais pu le consulter, mais je travaillais 16 heures par jour. Prendre du temps pour lire ce manuel n'était pas ma priorité là-bas. It is a mean, nasty, dangerous, dirty business out there, and we have to operate in that arena. I'm convinced we can do it successfully, but we need to make certain that we have not tied the hands, if you will, of our intelligence communities in terms of accomplishing their mission. These terrorists play by a whole set of different rules. It's going to force us, in your words, to get mean, dirty, and nasty in order to take them on. Right. Sur les conseils juridiques de John Yoo, l'administration Bush transfère les détenus les plus importants sur la base navale américaine de Guantanamo, à Cuba. J'ai d'abord pensé qu'on les transférait là-bas pour plus de sécurité. Il y avait des barbelés partout. Mais rapidement, j'ai compris pourquoi. Cette zone n'est soumise à aucune loi. Ni la loi cubaine, ni la loi américaine. On allait droit à la dérive. Je crois que les responsables politiques essayaient de trouver un endroit géographiquement proche des États-Unis qui serait sous leur protection et où s'appliquerait la règle selon laquelle l'armée américaine a le dernier mot sur le contrôle des prisonniers ennemis détenus hors de leurs frontières. One by one, the terrorists are learning the meaning of American justice. En décembre 2001, un homme dénommé Mohamed Al-Qahtani est transféré d'Afghanistan à Guantanamo. Après 8 mois de détention, l'armée découvre qu'il pourrait être le 20e pirate de l'air. Al-Qahtani devient immédiatement le détenu le plus important de Guantanamo. On détenait un homme qui aurait dû participer au détournement de l'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Il était urgent de découvrir ce que cet homme savait afin d'empêcher d'éventuelles futures attaques. He successfully resisted standard interrogation techniques at Guantanamo for 8 months, and he is the genesis for the request by the Joint Task Force at Guantanamo for more techniques that might be able to get past his resistance training. En septembre 2002, John Yoo et Alberto González
se rendent à Guantanamo. Peu après leur visite, et juste avant l'arrivée de Dilawar à Bagram, Donald Rumsfeld lui-même approuve toute une série de nouvelles techniques d'interrogatoire basées sur la psychologie pour faire parler Mohamed Al-Qahtani. La manière exacte d'appliquer ces techniques est souvent laissée à l'appréciation des interrogateurs. Ces interrogatoires étaient tous notés dans un registre. De novembre 2002 à début janvier 2003, il a été soumis à ce régime. Il consistait en de longues privations de sommeil. Il n'était autorisé à dormir que 4 heures par jour, de 7 heures à 11 heures du matin. Ça a duré 50 jours avec un jour de repos. Il a été soumis à un long isolement et à une privation sensorielle. À quelques endroits dans le registre, une intervention féminine est mentionnée. C'était une tactique d'interrogatoire destinée à briser sa foi. Interrogator approached the detainee from behind, rubbed his back, whispered his ear, and ran fingers through his hair. That was authorized under the futility technique. Il a été victime de ce que j'appellerais des violences sexuelles de la part de femmes interrogateurs. He was forced to wear women's lingerie, multiple allegations of homosexuality, and that his comrades were aware of that. He was forced to dance with a male interrogator, subject to strip searches for control measures, not for security, and he was forced to perform dog tricks. All this to lower his personal sense of worth. Les interrogateurs allaient de plus en plus loin et faisaient preuve de plus en plus d'imagination. Le manque d'apport nutritionnel combiné à une hydratation forcée ont fait descendre son rythme cardiaque à 35 pulsations par minute. Il a fallu l'emmener à l'hôpital pour le réanimer. Mohamed Al-Qahtani, in many ways, that single L'interrogatoire de Mohamed Al-Qahtani est l'aboutissement de 50 années de recherche de la CIA sur la torture. La CIA a lancé dans les années 50 un gigantesque programme de contrôle mental, aussi ambitieux que le programme de recherche sur la bombe atomique. Elle travaillait sur les techniques de l'hypnose, le thiopental sodique, le fameux sérum de vérité, et les électrochocs. En dernier lieu, elle a découvert le LSD. Tout ce travail sur l'utilisation des drogues n'a mené nulle part, sauf à des procès. Par contre, la CIA a confié toutes ses sombres recherches à d'autres brillants spécialistes du comportement, travaillant dans les meilleures universités américaines et canadiennes. À l'université McGill, les expériences menées par le célèbre psychologue Donald O. Hebb attirent les chercheurs de la CIA. Le docteur Hebb a découvert qu'il pouvait provoquer un état similaire à une psychose aiguë en 48 heures. Il demandait simplement à des volontaires de s'asseoir au milieu d'un box climatisé très agréable et de porter des grosses lunettes, des gants et des cache-oreilles. À quoi ressemble-t-il? Aux détenus de Guantanamo. Observez leur tenue. Pourquoi portent-ils des gants, des grosses lunettes et des cache-oreilles? Par sécurité? Pas du tout. C'est pour causer une dépression sensorielle. En une journée, ils ont des hallucinations. En 2 jours, ils sont littéralement cassés. C'est en expérimentant les effets de la privation sensorielle
que j'ai commencé à penser que la gêne physique ou même la douleur qu'elle occasionnait pouvait être plus supportable que leur effet psychologique. La CIA a adhéré tout de suite. Je ne soupçonnais pas à quel point cette arme pouvait être vicieuse. Ils ont sélectionné 2 techniques, la désorientation sensorielle et la station debout, maintenue pendant des jours. Tout le sang descend alors dans les jambes. Ces 2 techniques ont été ajoutées au manuel de conduite d'interrogatoire. Elles se sont répandues dans le monde entier par l'intermédiaire des services secrets américains. Pensez à ce que Al-Qahtani a subi. Il passait de l'ombre à la lumière, du froid au chaud. Le but était de détruire ses capteurs sensoriels primaires, mais aussi lui faire perdre la notion du temps. C'était la phase numéro 1. Pendant sa direction, le général Miller a fait de Guantanamo un véritable laboratoire de recherche comportementale. Et Donald Rumsfeld a ordonné l'utilisation de techniques qui ne figuraient pas dans le manuel de terrain. Mais ce qu'il disait restait suffisamment flou pour que les soldats pensent que ce qu'ils faisaient était juste. Il s'attaquait également à la virilité et à l'identité sexuelle des détenus. Il les traitait d'homosexuels, leur faisait porter un caleçon sur la tête. Les gens disaient que les Arabes étaient très sensibles aux humiliations sexuelles. Mais qui ne l'est pas? Personne ne veut se retrouver nu, forcé à se masturber avec une cagoule sur la tête. C'est n'importe quoi. Ils ont également mis en place des équipes de consultation comportementale. Des psychologues militaires étaient présents lors des interrogatoires afin de découvrir les peurs et les phobies des détenus. Et tout ceci a été testé sur Al-Qahtani. You are aware of communications between General Miller and Secretary Rumsfeld specifically about this one prisoner? To our knowledge, there was a considerable amount of communication up and down the chain. Le général Schmidt a déclaré qu'utiliser individuellement ces techniques ne relevait pas de la torture. La combinaison de plusieurs techniques, oui. The cumulative effect of simultaneous applications of numerous authorized techniques had abusive and degrading impact on the detainee. Il a conseillé au général Miller d'être discipliné, mais a maintenu que ce n'était pas de la torture. We made a distinction between what torture and inhumane treatment would be given the general guidelines and then what might be abusive and degrading. Something might be degrading but not necessarily torture, and it may not be inhumane. It may be humiliating, but it may not be torture. No torture, no physical pain, injury. There was a safe, secure environment the entire time. C'est tout le génie de la CIA. La torture psychologique dépend de comment on la définit. C'est un appel à la dérive. That sounds remarkably similar to what occurred at Abu Ghraib. People being led around in chains, people being forced to wear lingerie. Perhaps a coincidence, perhaps not. Les photos d'Abu Ghraib montrent bien que les techniques sont les mêmes. D'abord, les humiliations sexuelles avec le port de vêtements féminins, l'obligation de se masturber. Le but est de toucher leur sensibilité culturelle, puis les enchaîner plus ou moins courts, parfois à l'envers. C'est ce qu'on appelle les positions de stress. La plus connue des photos d'Abu Ghraib montre un Irakien cagoulé debout sur un cube, les bras écartés. On lui avait dit que s'il descendait du cube ou s'il bougeait, il serait électrocuté. Le but des faux fils électriques était de le maintenir immobile, les bras écartés, pendant de longues périodes. On dit toujours ne faites pas la même chose chez vous, mais faites l'expérience de rester 10 minutes les bras tendus sans bouger. Caroline Wood montre comment les nouvelles techniques d'interrogatoire se sont étendues et ont muté tel un virus. Bien avant que Wood ne prenne en charge les interrogatoires à Abu Ghraib, son unité utilisait déjà des techniques musclées à Bagram, comme les positions de stress, les stations debout prolongées et la privation de sommeil. Un des rapports du mémo a prouvé que début décembre 2002, les interrogateurs à Bagram étaient en contact par Internet avec Guantanamo. Ils ont alors été mis au courant des nouvelles techniques communiquées par le secrétaire à la Défense. Elles ont donc été appliquées, même si elles avaient seulement été approuvées pour Guantanamo.
Lorsque le général Miller est venu en Irak en août 2003, il a apporté un CD et un manuel contenant de nouvelles techniques développées à Guantanamo, qu'il a remis aux troupes du général Sanchez. En remontant les pistes, on comprend alors comment ces techniques d'interrogatoire ont voyagé d'un bout à l'autre de la planète, d'Afghanistan en Irak, de Guantanamo en Irak, et le résultat, c'est Abu Ghraib. Avant même la publication des abus commis à Abu Ghraib, les fonctionnaires gouvernementaux se sont discrètement penchés sur eux. Le département de la justice a reçu des courriels du FBI en mission à Guantanamo leur disant « Vous n'imaginez pas ce qui se passe ici. En tant qu'agent du FBI, on doit se désolidariser de ce qui se passe à Guantanamo. » Ce courriel dit que le département de la Défense reçoit l'ordre du secrétaire à la Défense. D'appliquer des techniques que le FBI considère comme très offensantes et dangereuses. Les courriels sont contrôlés. Certaines informations sont donc effacées. Certains courriels sont même entièrement censurés. On ne saura donc jamais ce qu'ils contenaient. Et c'est pareil pour bon nombre de documents ici. Tout y a été effacé. Ils ne contiennent plus rien. Début décembre 2002, j'ai entendu parler d'abus commis sur des détenus. J'ai appelé le conseiller juridique de l'armée pour lui demander s'il en savait plus. Je lui ai dit, il paraît que des détenus sont maltraités à Guantanamo. Vous avez des infos? Il m'a répondu, j'ai beaucoup d'infos. Passez donc à mon bureau. Ils ont posé une pile de documents sur le bureau. Le premier de la pile était un mémorandum du conseiller général du département de la Défense adressé à Donald Rumsfeld. Il demandait l'autorisation d'appliquer certaines techniques d'interrogatoire. Et Donald Rumsfeld donnait son approbation pour certaines de ces techniques. Le mémo contenait une note écrite de la main même de Donald Rumsfeld, disant que si lui restait debout 8 à 10 heures par jour, alors pourquoi demandait-on aux détenus d'être en position debout à peine 4 heures par jour? J'étais abasourdi. J'ai d'abord pensé que c'était une erreur, qu'on n'avait pas dû lire correctement les documents. Je pense qu'au Pentagone, on percevait Alberto Mora comme un républicain et un politicien loyal. Jamais on ne l'aurait taxé d'agitateur ou de quelqu'un de gauche. Il disait vouloir éclaircir ces histoires. Il espérait que les personnes au pouvoir le remercieraient simplement de les avoir mis au courant. I wanted to ask you about a memo that was written by Alberto Mora. Do you recall in this memo that you wrote a little notation at the bottom about standing more than 4 hours because you stand at your desk? I do. This attorney argued that that could be interpreted by some as a wink and a nod that it would be okay to go beyond the techniques that were prescribed in the memo. There's no wink and a nod about anything. There was one provision in there that they would have people stand for several hours, and it was a semi-humorous remark that a person in his 70s stands all day long. I just mused that, and maybe it shouldn't have gone out, but it did, and I wrote it, and life goes on. He took it that way, but his point was that you should have gotten much better advice from your legal staff. I heard your question the first time. J'étais vraiment inquiet de voir à quel point ces techniques pouvaient se transformer en réelle torture. Il faut permettre certaines techniques d'interrogatoire, mais il faut aussi imposer des limites pour qu'il n'y ait pas de dérapage. La privation de lumière peut signifier placer le détenu dans une pièce sombre pendant 15 minutes, ou bien pendant 1, 2 ou 3 mois jusqu'à le rendre aveugle. De quoi un détenu a-t-il peur? Des serpents, des chauves-souris, des rats, d'être enfermé dans un cercueil? Seule l'imagination a des limites. Chacune de ces techniques peut déjà se transformer en torture. Si on les combine, n'en parlons même pas. Faire subir ces techniques à quelqu'un pendant 6 ou 8 jours, ce qui selon moi est le seuil de tolérance maximum, peut avoir de très graves conséquences. Pour sa santé mentale. Oui, c'est ça.